Maison Lepayeur, la raison pour laquelle aujourd'hui c'est un lieu d'interprétation, c'est qu'en amont, dans l'histoire de la Maison Lepayeur, il y a eu avant une initiative citoyenne. Cette initiative citoyenne-là repose en réalité sur des gens, il y a 30 ans, plus de 30 ans maintenant, qui se sont réunis et qui ont dit, bon, pour nous, le patrimoine, c'est important à Châteauguay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de conserver, de mettre en valeur puis de diffuser ce patrimoine-là? Alors, c'est formé un petit groupe de citoyens qui sont aujourd'hui des membres honoraires de notre société. Donc, quand on dit la Société du musée du Grand Châteauguay, c'est l'organisation gestionnaire d'un lieu historique, celui-ci étant la Maison Lepayeur. Ce que ça veut dire aussi dans le réel, c'est que la Société du musée du Grand Châteauguay pourrait avoir à sa charge plusieurs lieux d'interprétation à Châteauguay. Elle n'est pas limitée à la Maison Lepayeur. Pour l'instant, c'est le seul bâtiment qu'elle gère, mais elle pourrait, dans un avenir prochain ou dans un avenir à plus long terme, prendre sous son aile la gestion de d'autres lieux historiques qui auraient des vocations différentes, mais en même temps un mandat en étroit lien à notre mission, qui est la préservation, la mise en valeur, la diffusion de l'histoire. Actuellement, notre mission, elle est concentrée sur le site de la Maison Lepayeur, mais tout ça pourrait être appelé à changer. C'est là la différence fondamentalement entre la société et la Maison Lepayeur, parce que la Maison Lepayeur est le lieu historique. Et donc, c'est évident que quand on fait de la promotion, quand on invite les gens à venir nous voir, on n'invite pas les gens à voir une société administrative. On invite les gens à voir un lieu riche en patrimoine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coulisses, il y a une organisation qui en gère l'animation et la programmation, qui est la Société du musée du Grand Châteauguay. Bien, c'est une belle maison, c'est une des plus anciennes. La maison ici, la Maison Lepayeur, date de 1792. Au départ, a été un magasin général racheté par une famille de notaires. Par la suite, je sais qu'il y a eu d'autres propriétaires, notamment la Fondation Molson, jusqu'à temps que ce soit la ville de Châteauguay qui rachète la propriété pour en faire éventuellement un musée. Mais ce qu'on est content, c'est que l'administration municipale se soit positionnée à l'époque, se positionne encore actuellement pour supporter les activités parce que la culture, ça rayonne par plusieurs façons. L'histoire, c'en est une. Puis nous, en tout cas, notre mandat, c'est de dire, bien, vous avez raison de nous avoir légué cette maison-là pour qu'on puisse faire des activités qui traitent de l'histoire de la culture aussi, là. Fait que c'est un peu notre mandat. Ça fait que c'est pas juste d'avoir une maison vide, c'est d'avoir des activités qui se passent dedans aussi, là. Fait que c'est le mandat de la SMGC. Puis moi, en tant que prof, mais ça me permet d'exposer un projet, le projet de mes élèves. Eux, ils créent un contact ici, mais ça permet aussi à d'autres personnes de la communauté de venir puis d'apprendre un peu à connaître ces vestiges-là. Le regard des jeunes par rapport à une thématique ancienne, je pourrais dire ça. Du patrimoine, de l'histoire locale. Parce que souvent, les gens même de la région ne savent pas qu'il y a un organisme qui est dévoué. Donc, notre objectif en tant que présidente, en tant que prof, en tant que représentant de la Société du musée du Grand Châteauguay, pardon, c'est de faire connaître le musée, d'amener des clientèles différentes, des gens à dire hey, il y a des expos à visiter, il y a le domaine Lepayeur qui comprend la maison Gravel, la maison actuelle. Le fait de visiter le vieux village aussi, c'est une opportunité qui est intéressante. Donc, c'est de créer un lien. Puis par la suite, les gens peuvent revenir quand il y a des événements ponctuels, quand il y a des fêtes ou toutes sortes de propositions. Mais c'est au moins de faire connaître le lieu puis de faire comprendre aux gens qu'il y a un intérêt à parler d'histoire locale. Bien, une des choses que j'ai aimées justement en arrivant ici, c'est de voir qu'on est dans une maison, notre artefact principal, c'est le bâtiment. Sans la maison, notre collection perd beaucoup de contexte. Ce qui est intéressant, justement, c'est que, bon, on parle du mode de vie au Bas-Canada dans une salle blanche avec... l'impact n'est pas aussi grand. Alors qu'ici, bon, ben, il y a de la vie, c'est vraiment une maison typique de l'époque. On a les pièces, on a le bureau du notaire. Donc, une des choses que j'ai adorées, c'est vraiment d'être dans une maison d'époque. Ça amène un lot de défis pour les montages d'exposition parce que
ce sont des murs patrimoniaux. On ne peut pas percer de trous, on ne peut pas coller, on ne peut pas peinturer. Donc, ça amène beaucoup de contraintes. Donc, pour les accrochages, on y va avec des chaînes, des crochets en S. Pour voir si on est au niveau, mais on y va à l'œil parce que le cadre de porte peut être comme ça, la moulure comme ça, le mur de même. Donc, il faut vraiment y aller à l'instinct, à l'œil. Mais en même temps, ça amène un petit défi supplémentaire, ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant. OK. Mon quotidien, dans le fond, à peu près. OK. Donc, mon poste décrit quand même assez bien ce que je fais ici. Donc, je suis responsable des collections. Ce qui veut dire, c'est que moi qui s'occupe de la conservation préventive de nos artefacts. Donc, m'assurer qu'ils sont conservés dans les meilleures conditions possibles avec quand même les contraintes du bâtiment. Ça veut dire aussi les documenter, donc découvrir un peu leur histoire, essayer d'investiguer. Je fais le détective sur nos objets. Ensuite, responsable des expositions, donc c'est moi qui fais la mise en espace, l'accrochage, la peinture, les cartels explicatifs. Je fais des contacts aussi avec d'autres institutions muséales, par exemple, si on a des prêts d'exposition ou avec les artistes si on a des questions. Responsable du programme éducatif, donc dans ma vie antérieure, j'ai fait ma technique en éducation à l'enfance. Donc, les enfants, ça me va, j'ai pas peur. Donc, c'est une branche supplémentaire qu'on a ajoutée à mes tâches. Faire des animations avec les jeunes, que ce soit des ateliers de fabrication avec des techniques traditionnelles ou que ce soit une animation sur l'histoire en classe ou ici. Donc, c'est une autre de mes cordes, une autre des cordes à mon arc. Bien, il y a deux choses. Pour être capable de supporter une mission, je pense qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle une planification stratégique puis un plan d'action. On ne peut pas tirer dans tous les sens en pensant que tout ça va servir et bien servir notre mission. Une fois que la mission, elle est claire, que l'ensemble de l'organisation, que la vie associative va dans le même sens, donc une organisation comme la nôtre a des membres, des citoyens de Châteauguay, qui connaissent et endossent notre mission. Une fois que ça c'est fait et que c'est clair, bien, il faut se donner les moyens d'accomplir notre mission. Les moyens, ils peuvent varier énormément, mais souvent, on va les mettre en place grâce à un plan d'action. Par exemple, nous, on va avoir comme souci de créer des événements populaires où il y a un volet éducatif, historique, offert à la population. Donc, dans le réel, une fête comme la Fête nationale devient une plateforme hyper intéressante pour donner un angle pédagogique à une célébration festive en invitant les gens à en apprendre davantage sur l'histoire du Québec, mais l'histoire aussi de la région. Donc ça, c'est un exemple, mais ça peut se traduire de plein de façons, entre autres aussi par une collection. Parce que comme musée, ce qu'on veut principalement, c'est remplir nos deux principaux axes, qui sont les axes de conservation par la collection et celui de recherche aussi. La collection, elle est ouverte aux citoyens par différents modes, soit à même les expositions, à même la diffusion au sein de la Maison Le Paillard, dans des diffusions hors mur, dans certaines autres institutions. Elle est accessible aussi par nos publications où on met en valeur des objets de notre collection. Par moment, entre autres, on a des chroniques où on présente nos nouvelles acquisitions. Et c'est aussi une offre, j'oserais dire, de service à la population, c'est-à-dire que les gens qui se départissent de biens qui entrent dans nos champs de collectionnement ont la possibilité de faire un legs conscient de leur patrimoine pour enrichir la collectivité. Alors, on devient vraiment une plateforme où le citoyen est très, très actif et où l'ensemble de nos actions sont, oui, mises en place pour répondre à notre mission, mais aussi à un besoin citoyen, puis un besoin souvent qui dépasse le citoyen unique, c'est-à-dire un besoin de la citoyenneté, de se sentir concerné par son identité. Puis quand on parle d'identité, c'est évident qu'on vient toucher à l'histoire et au patrimoine. Ma façon d'intégrer l'histoire personnellement, c'est beaucoup à travers les objets. Je trouve que c'est une façon concrète avec les jeunes. Je le fais beaucoup. Je vais présenter un objet avec lequel ils peuvent faire un parallèle avec leur vie d'aujourd'hui, mais avec
aller chercher des anecdotes du passé. L'objet rend le patrimoine concret. Personnellement, je trouve. Ça me fait voir une chronologie, ça me fait voir l'ébéniste qui a gossé sa pièce de bois. Donc, je crois que la préservation de ces objets-là aide à préserver la mémoire de l'histoire. Des noms, des dates, c'est important, mais personnellement, c'est des choses que j'oublie beaucoup. Donc, en ayant un objet pour s'y accrocher, je trouve que c'est plus facile, puis c'est ma façon. Puis les bâtiments sont, comme j'ai déjà dit, les bâtiments anciens comme ça, dans le cas ici, c'est notre artefact principal, ça devient un objet aussi. Donc, c'est là où ce qui a vécu une personne, c'est là où se sont vécues des anecdotes. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment important de les conserver. En même temps, j'en ai fait ma profession, donc c'est logique que je trouve ça important. Oui, on est un musée, mais en même temps, le musée est là pour la communauté. Sans la communauté, on n'a pas d'intérêt à être là. C'est l'histoire qui est présentée à notre communauté. C'est la préservation de l'histoire de cette communauté-là aussi. Donc, même dans nos champs de collectionnement pour notre collection, on a un petit champ de collectionnement qui s'appelle l'histoire locale, mais à travers les organismes et les entreprises locales. Donc, si par exemple le centre communautaire avait des objets à donner, ben nous, ça serait accepté parce que ça fait partie de notre mission, même si ça ne parle pas de la période du Bas-Canada, qui est notre champ de collectionnement principal. On fait aussi beaucoup d'interactions avec d'autres organismes communautaires. Donc, on a des jeunes qui viennent faire des travaux communautaires ici. Donc, on considère que c'est important de s'insérer dans la communauté et d'insérer la communauté dans ce qu'on fait aussi. Donc, mon Dieu, c'est une question qui pourrait être développée pendant des heures. Là. En fait, ce dont on parle, c'est des enjeux qui dépassent notre organisation. Ce sont des enjeux sociaux, puis des enjeux politiques. Et ça va beaucoup plus loin que la simple organisation de la Société du Musée du Grand Châteauguay. On s'entend sur ce fait. Quand on parle d'enjeux de sensibilisation, disons, des élus à la valeur du patrimoine et de sensibilisation aussi de la population à la valeur du patrimoine, il y a beaucoup de travail à faire, tout comme pour la culture en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie culturelle au Québec est une des plus grosses industries. Quand je parle d'industrie, je parle de l'ensemble de l'offre culturelle. Je parle de tout ce qui se fait qui est en lien, et là, j'inclus évidemment le patrimoine et l'histoire, mais de tout ce qui se fait qui est en lien avec le loisir et la culture. Et cette industrie-là est assez importante pour représenter une grosse part de la tarte du développement économique de l'ensemble du Québec. Et si on s'en tient à ce simple argument-là, il n'est pas normal que des instances politiques, des instances étatiques remettent en question l'importance de la culture et du patrimoine, parce que ça fait partie du développement des collectivités. Moi, je donne toujours comme exemple pour les gens qui me disent « Ah, je vois pas pourquoi on investirait là. Qu'est-ce que ça donne réellement à notre ville d'avoir une maison comme celle-là? » Bien, moi, quand je vais à l'extérieur du pays ou quand je vais à l'extérieur de la province, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller manger, par exemple, dans une chaîne de restauration rapide que je retrouverais à Beauharnois, à Châteauguay, à Mercier pareil, à Montréal, que je vois partout. En fait, toutes ces grandes chaînes-là qui ont une seule identité pour l'ensemble du pays ou pour l'ensemble des pays, parce qu'on sait qu'il y a des chaînes de restauration qui sont encore à si grand volume qu'on les retrouve partout. C'est pas ce qu'on cherche quand on voyage, si ce n'est que par rapport au développement touristique. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à trouver les singularités d'un territoire. Ce qui nous intéresse, c'est ses particularités. C'est qu'est-ce qui en fait un lieu plus singulier, plus exceptionnel que les autres. C'est le phénomène Fred Pellerin.
pour comment un petit village, soudainement, devient une plateforme tournante, un lieu monumental pour le tourisme au Québec. Bien, comme ça, parce qu'on a raconté une histoire, puis qu'on a misé sur les forces singulières d'un territoire. Alors, des maisons comme celle-ci donnent un visage, un goût, une couleur à une région. Si on ne les a pas, ce qu'on a, c'est une forme de développement uniformisé, identique sur l'ensemble de plusieurs territoires. Et c'est pour le développement des collectivités, que ce soit les citoyens ou encore les gens qui consomment la culture ailleurs ou qui consomment simplement, c'est pas un atout. C'est seulement pas un atout. Mais notre objectif, je dirais, c'est de prévenir ce genre de faits-là, d'éviter justement des situations comme ce qui s'est fait à Chambly ou ce qui se passe dans plusieurs municipalités, c'est de faire comprendre au départ aux élus, à la mairie, aux citoyens, l'intérêt de préserver notre histoire ou sinon de la remanier pour la mettre en valeur. Si on prend l'exemple de la maison Grebel, on aurait très bien pu dire « cette maison-là, elle est dangereuse, on la rase ». On en a fait des ruines consolidées. De sorte que maintenant, c'est un parc public. Les gens peuvent apprécier son histoire, ils peuvent en même temps s'asseoir, ils peuvent en apprendre sur leur appartenance locale. Fait que c'est le mandat de la société, c'est de faire converger l'expertise, de permettre à ce qu'il y ait des gens qui ont un intérêt pour l'histoire de s'impliquer dans des projets, mais en même temps, pour monsieur, madame, tout le monde, d'avoir un contact avec cet aspect communautaire-là, mais l'aspect local particulièrement. Bien, c'est facile de raser. Mais construire, c'est pas mal plus difficile. Là. Puis c'est un peu ça, c'est de dire que si on rase tout, il n'y aura plus de traces du passé, on va perdre notre identité. Puis je pense qu'il y a un respect à conserver de notre passé, puis des ancêtres, du travail qui a été fait par ces gens-là. Un jour, on va disparaître. On aimerait ça que les gens prennent le souci de parler de nous aussi. C'est un peu ce rapport-là qu'on veut développer. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des impacts financiers, ça demande des sous. Mais je pense que les gens sont de plus en plus mobilisés à investir dans ce domaine-là. On l'a vu par ce qui s'est fait à Chambly, ce qui s'est fait en Gaspésie, à Québec. Il y a beaucoup de régions qui ont été victimes de la destruction de leur patrimoine et un coup que c'est détruit, il n'y a plus de retour en arrière. Et à Châteauguay, ici, il y a tout un potentiel. Donc, c'est juste de faire comprendre qu'on crée une première étape, puis ensuite, éventuellement, on pourrait investir, mais tranquillement, mais sûrement. Moi, je pourrais le résumer comme ça. Là. Bien, en fait, nous, c'est surtout une veille qu'il faut qu'on assure parce que le bâtiment appartient à la ville de Châteauguay. Donc, c'est sûr que, par exemple, les planchers ont à être huilés. Nous, on ne peut pas le faire nous-mêmes, mais on va conseiller le département des travaux publics, par exemple, sur quel type d'huile on aurait pu utiliser à l'époque, quelle couleur de peinture mettre sur les murs. Non, on ne met pas de corderon dans les bas de murs parce que ça ne se faisait pas à l'époque. C'est sûr qu'un bâtiment comme ça, c'est assez contraignant aussi. On le voit avec nos installations électriques, on peut pas rien changer. Parce que, bon, nos murs, c'est pas un 2x4 entre deux feuilles de gyproc, c'est une planche de bois, donc on peut pas passer un fil électrique à l'intérieur, ou ce sont des murs épais de pierre. Donc, il y a beaucoup de contraintes comme ça dans un bâtiment. Mais c'est ça, nous, c'est vraiment une veille, puis des propositions, des suggestions qu'on doit apporter à la division des travaux publics quand ils viennent faire des mises au point, des restaurations sur le bâtiment. Mais oui, il y a beaucoup de restrictions, mais en même temps, il y a beaucoup d'ouvrages de référence là, sur lesquels on peut se fier là, pour faire ces travaux-là. Moi, j'ai visité beaucoup la côte est canadienne, américaine. Bon, les endroits où je suis arrêtée, oui, de temps en temps, là, pour ne pas le nommer, je suis allée prendre un café au Tim Hortons. Là. Mais ça, c'est de la consommation de subsistance. J'ai besoin d'un café, j'arrête là. Mais mes plus belles expériences, là, c'est pas le Tim Hortons de Dieppe au Nouveau-Brunswick, là. Mes plus belles expériences, c'est quand je suis allée dans un fort en Nouvelle-Écosse, quand je suis allée à Lunenburg, quand je suis allée... Et ça, ce sont des municipalités ou encore, j'aurais envie de dire, des territoires tout entiers qui ont misé sur leur singularité, sur ce qu'ils avaient qui les différenciait du reste du monde.
Et la seule façon de le faire, c'est par le vecteur culturel. C'est important en amont de développer plein d'autres choses. Il faut développer, par exemple, une offre en restauration. Il faut développer, mais à la limite, on n'est pas très loin du secteur culturel parce que ce qu'on propose, c'est de la créativité dans le monde culinaire. Alors, on n'est pas très loin aussi. On peut avoir, et c'est important d'en avoir pour l'employabilité de nos citoyens, des gros parcs industriels. Mais ça ne deviendra jamais le porte-étendard, à moins que le quartier industriel devienne un lieu d'interprétation des particularités des citoyens. Ça se voit, par exemple, je pense à Salaberry de Valleyfield, où il y avait anciennement beaucoup d'usines textiles. Alors, on avait comme une forme de parc industriel. Et c'est devenu, donc, dans la région, une espèce de capitale de l'histoire industrielle. Mais sinon, le développement d'un parc industriel sans goût, sans saveur, qui n'est pas implanté dans le territoire dans une vision d'ensemble. En fait, une vision, simplement. C'est que quand j'aurais envie de dire que quand on implante de nouvelles choses sur un territoire, il faut avoir une vision de développement et d'aménagement qui fait que on donne un visage à l'ensemble du territoire. C'est vraiment important et c'est des enjeux, comme tu le dis, qu'on réalise très peu, dont on est peu conscient, sauf si on devient nous-mêmes l'étranger. Quand on est l'étranger d'un lieu, ce qu'on en remarque, c'est toutes ces petites particularités fines. Quand on est le résident, on devient un peu aveugle. Mais je trouve que c'est valorisant dans le sens que ça nous permet de faire avancer des dossiers, de créer des opportunités qu'on ne pourrait pas se permettre, étant donné des fois que les enveloppes budgétaires sont plus limitées pour engager des gens. Donc, on supporte des projets. Dans le cas, on a eu la fête du maïs, on s'implique pour la fête nationale, la fête des patriotes. La plupart des expositions, on est là pour supporter l'équipe. Puis comme je le mentionnais tantôt, c'est qu'on crée une opportunité de contact avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. On n'est pas isolés, on s'est rassemblés pour amener notre expertise ou sinon notre intérêt, notre force pour faire avancer les choses. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je vois le bénévolat, parce que si on est tout seul, on ne permet pas aux gens de profiter de tout ce qu'on peut apporter. Puis je pense qu'en étant regroupés, on fait avancer cette cause-là. Puis notre cause qui nous tient à cœur, c'est la valorisation du patrimoine, l'histoire, tout ce qui a rapport à la communauté châteauguoise. Ça peut être de près comme de loin, parce qu'il faut savoir que le terme « Société du musée du Grand Châteauguay », ça sous-entend la ville de Châteauguay, Léry, Mercier. Il y avait plusieurs municipalités qui formaient l'ancienne seigneurie, d'où le terme SMGC. Fait que les gens viennent de partout. Il y a des gens qui nous envoient des articles pour des parutions dans nos publications. Il y a des gens qui vont donner du temps. Il y a des gens qui vont nous supporter quand il y a des activités de financement. Il y en a d'autres qui vont s'investir quand il y a des fêtes. On a besoin de gens sur place pour la logistique. Fait que quand on parle du bénévolat, c'est très large et c'est varié, puis c'est ce qui permet justement à la société d'avoir un champ d'activité qui est assez varié. Parce qu'on a 2 employés. Il y a Karine et il y a Nathalie. Donc, ça fait beaucoup là, pour ces 2 personnes-là, d'où l'intérêt qu'il y a un réseau derrière elles. Puis derrière les autres employés là, qui sont plutôt, qui sont ici la fin de semaine ou l'été, mais ils ont besoin d'être supportés. Notre équipe est là pour ça. Tout à l'heure, j'en parlais, là, il y a de gros changements, évidemment, là, qui se sont... puis j'en ai parlé très brièvement, là, entre le moment où il y a eu l'initiative citoyenne, puis aujourd'hui, le lieu que l'on connaît, qui est la Maison Le Paillard, tout le temps d'hommes qui a été investi, toute l'expertise qui a été injectée ici pour arriver à ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est incroyable. C'est le fruit d'une mobilisation énorme au sein de la communauté quand on ramène ça sur un plan. Parce que c'est sûr que si on l'étend sur 30 ans, on s'en rend pas aussi compte. Mais si on ramène ça sur un seul plan, puis qu'on voit tous les gens qui se sont impliqués puis qui ont collaboré au rayonnement puis au développement de la Société du musée versus Maison Le Paillard, c'est colossal. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans notre ascension, il y a toujours cet objectif d'être un lieu professionnellement reconnu. C'est quelque chose qui est dans notre pensée depuis
j'aurais envie de dire peut-être 5, 6 ans, où on sait qu'éventuellement, ce qu'on veut, puis peut-être plus loin encore, mais depuis certainement une dizaine d'années, ce qu'on sait, c'est que on veut que la maison ici soit reconnue comme un lieu professionnel. On est une organisation avec des gens qui ont des expertises et qui les mettent à profit pour le développement de la maison. Et récemment, le ministère de la Culture et des Communications a annoncé la reconnaissance de nouvelles institutions muséales. Ça faisait 20 ans, certainement, qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance. Donc, la reconnaissance du ministère, c'est un sceau en soi. Là. On a le sceau de la qualité. Le ministère nous dit, vous avez tout mis en place pour être professionnel et être une organisation reconnue. Et on a travaillé très fort dans la dernière année pour être en mesure de déposer l'ensemble des documents qui sont nécessaires à une reconnaissance professionnelle d'un lieu muséal. Et pour les gens qui ont l'impression que ça tient probablement sur 3 pages, j'aimerais dire qu'on parle ici de plus d'une trentaine de documents qui ont été déposés. Et pas des petits documents, ce sont des documents qui appuient l'ensemble de la structure des actions. On parle de politique, on parle d'énoncés. Quand je dis politique, là, politique de développement durable, politique de gestion des collections, politique de ressources humaines, des plans d'évacuation, des plans d'urgence pour la collection. Il y a plein de choses qu'on était tenu de déposer pour avoir cette reconnaissance-là. Et on est heureux de dire qu'on est passé à travers le processus, tout a été déposé et qu'actuellement, on est en attente de réponse du ministère. Alors, on se croise les doigts, on a bon espoir, on est en lien constant avec la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications. Et on a vraiment très bon espoir que, en plus d'être un lieu cité, parce qu'il faut le dire, la Maison Le Paillard est un lieu cité du palier municipal, la maison pourrait aussi devenir un lieu muséal reconnu par le ministère.